Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve 2 de concours commun CCINP 2023 de mathématiques évidemment. Exercice 1, question 1. Il faut démontrer qu'on a un produit scalaire. Voilà, j'ai fait un peu dans le désordre. Hein. Il faudrait commencer normalement par expliquer pourquoi ça existe cette intégrale. Bon, on sait que la limite, quand t envers plus l'infini de ça est égal à 0, puisque ça c'est un polynôme, donc l'exponentielle l'emporte sur le polynôme, donc à partir d'un certain rang, on a cette inégalité, et comme cette intégrale-là converge au voisinage de l'infini, c'est-à-dire somme de 1 à plus l'infini existe, eh bien l'autre va exister aussi, et donc ça c'est une fonction intégrale entre 0 et plus l'infini. Le reste c'est facile, hein. Je prends 3 polynômes, puis un nombre réel. Bon, ça c'est évident. P scalaire P, ça nous fait ça. Bon, P c'est continu, exponentiel aussi, et puis en plus c'est positif. Donc le résultat va être positif, et puis c'est nul si et seulement si, donc la fonction en dessous est nulle. Ce qui équivaut à dire que P est égal à 0. La linéarité, elle est évidente. Hein. Bon, la bilinéarité, comme il y a de la symétrie, c'est même pas la peine. Donc elle est évidente parce que je vous laisse regarder, ça fait ça. Voilà. Donc on obtient facilement un produit scalaire. Alors maintenant la question 2. 1x sont des vecteurs indépendants de R1x, bien sûr. Et donc le projeté va être de cette forme, hein, puisqu'on est sur cet espace. Alors R1 de x. Dire que ça c'est le projeté, ça équivaut à dire que le vecteur de départ, x2, moins son projeté, est orthogonal, à l'espace R1 de x. Et il va être orthogonal si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs indépendants de R1 de x. Donc on va prendre 1 et puis x. Donc ça équivaut à ça. Voilà. Donc après on utilise la linéarité. Ça vaut 2, parce que c'est factoriel 2. Hein. On nous donne le résultat, on l'utilise. Hein. Ça c'est factoriel 1, ça aussi. Alors ça, ça c'est égal à ça, donc c'est factoriel 3. Ça revient à factoriel 2. Et puis ça à factoriel 1. Et donc, on obtient première équation. Eh bien, ça va nous faire 2 fois 1 moins a fois 1 moins b fois 1 égale 0. Puis là, ça va nous faire 6 moins 2 fois moins b égale 0, ce qui fait a égale 4 et b égale moins 2. Donc, PF de x2 égale 4x moins 2. La question 3. Eh bien, puisque j'ai ça, en fait c'est Pythagore. Donc j'utilise que ça, c'est égal produit scalaire de ça par lui-même, hein, d'accord? Donc ça fait ça au carré, plus ça au carré, moins 2 fois le produit scalaire de ces deux-là, qui vaut 0. Et donc ça nous fait ça. Ça nous fait que ça est égal à ça moins ça. Mais ça, c'est exactement la norme de x2 au carré. Voilà. Voilà. Par ailleurs, cette distance-là entre x2 et ax moins b, on sait qu'elle est minimale quand ax moins b est le projeté de x2. D'accord? Parce que ça, c'est la distance de x2 à un élément de R1 de x. Donc, minimale si c'est le projeté, c'est-à-dire 4x moins 2. Donc, la plus petite valeur là, de cette intégrale, parce que ça c'est norme de x2 moins ax plus b, d'accord? Donc la plus petite valeur, ça va être x2 moins pf de x2. Donc ça va être, d'après ce que j'ai dit ici, ça va être ça, d'accord? Alors bon, il n'y a plus qu'à calculer ça. Alors ça, faut calculer, hein, c'est somme de t4 exponentielle moins t dt, moins, et puis ça, p de f, c'est 4t moins 2 au carré exponentielle moins t dt. Ça, quand je le développe, ça fait 16t2. Alors lui, quand on va l'intégrer, ça vaudra 16 fois 2, 32. Hein. Et puis il va y avoir quoi? Moins 16t2. Moins 16t, quand on va l'intégrer, ça va nous faire plus. Ouais, enfin, je me suis un petit peu trompé là quand même. Hein.
Non, je ne me suis pas trompé. C'est le double produit, ça fait moins 8, ça fait moins 16, mais il y a un moins. Donc ça fait plus 16, voilà, fois ça. Et puis il y a le dernier, plus 4. Alors ça va nous faire moins 4 fois factoriel. Voilà. Donc ça fait factoriel 4, ça fait 3 fois 4, 12, ça fait 24. Moins 32, 24 moins 32, ça fait moins 8. Moins 8, moins 4, ça fait moins 12. Moins 12 plus 16, ça fait 4. Donc là, fait égal à 4. Exercice 2, question 4. Si m est inférieur à n, l'événement z égale m et t est égal à n est impossible parce que le sup serait supérieur à l'inf. Donc ça, c'est pas possible. Donc, sa probabilité est nulle. Si m est égal à n, le sup de xy est égal à 1 de xy est égal à m. Donc x est égal à y est égal à m. Bon, la probabilité que x est égal à m et y égale à m, bon, comme les événements sont indépendants, c'est le produit des probabilités, donc ça fait pq puissance m fois pq puissance m, donc p au carré q puissance 2m. Si m est supérieur à n, ben, l'événement z égale m et t égale n, c'est cet événement-là ou celui-là. D'accord? C'est x le plus grand ou c'est y le plus grand. Et c'est 10 joints. Donc les probabilités, ben, ça va être la probabilité de ça, donc p de x égale m fois p de y égale n, ce qui fait ça, plus p de x égale n multiplié par p de y égale n, ce qui fait ça, et donc ça. Et enfin ben, c'est terminé pour cette question-là d'ailleurs. Question 5, z égale m, ben, c'est z égale m et t est inférieur à m, ça c'est l'événement A, union z égale m et t égale m, donc c'est l'événement B, et où z égale m et t supérieur à n, événement C. P de C, on sait que c'est 0, puisque z c'est le plus grand, donc là on demande à t d'être plus grand que m. Il y a une petite erreur ici. On demande au plus petit d'être plus grand que le plus grand. Donc c'est P de C est égal à 0. P de B, ben on l'a calculé avant, c'est P carré Q puissance de puissance m. Alors le premier c'est P de A, ça va être la somme des P de Z égale M et T égale K avec K qui est inférieur ou égal à M, donc qui va de 0 à M moins 1. Donc ça va être la somme des deux P carré Q puissance M plus K pour K allant de 0 à M moins 1. Donc ça fait somme de K, 2 sommes de K égale 0 à M moins 1 de P2 M plus K, M à la puissance Q à la puissance M plus K, pardon, je suis fatigué, donc ça fait 2P2 Q puissance M, somme de ça, c'est-à-dire 1 moins Q puissance M sur 1 moins Q, alors ça fait P, et ça simplifie avec l'autre, donc ça fait 2P Q puissance M facteur de 1 moins Q puissance M, car 1 moins Q égale P. Donc P de Z égale M, ben, c'est la somme des trois probabilités, donc il y en a une qui fait 0, donc ça fait ça plus ça. Et là, je factorise P Q puissance M, il est facteur de 2 plus P Q puissance M. Et donc le Q, si je le remplace par le P, si je le remplace par 1 moins Q, ça fait un Q puissance M simplifié avec celui-là. Et puis bon, moi, je ne peux pas dire que ça soit vraiment très rentable de le faire. Moins Q à la puissance M plus 1. Voilà. Problème. Question 6. Bon, ça c'est évident. Le polynôme caractéristique, c'est ça. Donc elle est diagonalisable puisqu'il y a deux valeurs propres d'ordre 1 dans un espace de dimension 2. Pi 1 au carré, bon, le calcul est évident, c'est pi 1. Pi 2 au carré, c'est évident aussi, c'est pi 2. Donc c'est bien des projecteurs. Pi 1, pi 2. Ça fait 0. Question 7. Si x appartient à un quart de P de U, alors P de U en x est égal à 0. PQ en U, c'est QP en U, c'est Q de U rond P de U. Donc ça nous fait PQ de U en x qui est égal à Q de U en P de U en x, mais ça fait 0. Donc Q de U en 0, bah, ça fait 0 parce que Q de U c'est un endomorphisme. Donc x appartient à un quart de P
Q de U, quel que soit X appartenant à ker de P de U. Donc ça veut bien dire que ker de P de U est inclus dans ker de PQ de U. La suite de la question 7, donc on a cette inclusion, on a celle-là, donc on a ça. PQ sont premiers entre eux, on peut appliquer le théorème de Bezout, donc on a ça, ce qui nous donne ça. Soit X appartenant à E, donc on va avoir X qui est égal à UPU de X plus VQU de X. Et on va s'intéresser, si j'appelle celui-là X1, celui-là X2, à Q de U de X1, qui est égal à ça. Je vous laisse vérifier. Et donc, finalement, j'obtiens U de U rond PQ de U de X. D'accord? Mais si X appartient à, comme X appartient à ker de PQ de U, hein, si je prends X appartenant à ker de PQ de U, je vais avoir ça. Donc, je vais avoir Q de X1 qui sera égal à 0. Et donc, je vais avoir U de U de 0, qui est évidemment égal à 0, ce qui veut dire que X1 appartient à ker de Q de U et que X2, de même, appartient à ker de P de U. Donc, en fait, j'ai X égale X1 plus X2, avec X1 qui appartient à ker de Q de U et X2 à ker de P de U. Ça veut donc dire que ça, c'est inclus là-dedans. Et comme on avait l'autre inclusion, on a l'égalité. Soit X appartenant à ker de P de U et ker de Q de U. Donc j'ai ça qui est égal à 0. On a UP de U plus VQ de U, je reprends ça, hein, égal à l'identité. Ça fait U rond P de U en X plus V de U rond Q de U en X, qui est égal à 0. Donc X va être égal à 0. Ce qui veut dire que l'intersection est réduite à 0. Et comme on a ça, on a donc la somme directe. La question 8, on a ça comme polynôme minimal. Donc tous les deux sont premiers entre eux. Q1 est égal à ça, Q2 est égal de la même façon à ça. Et comme P1 et P2 sont premiers entre eux, P1 puissance K1 et P2 puissance K2 aussi. Et donc Q1 et Q2 sont premiers entre eux. Et d'après Bezout, on a ça. Question 9, PU est égal à ça, polynôme minimal. Donc QJ va être égal au produit des PI KI, sauf pour I différent de J. Voilà. Et la somme des RJ de QJ est égale à 1. PI est égal à ça, donc ça fait RQI de U. PI rond PJ va être égal à ça, rond ça, ce qui nous fait ça. D'accord? Alors, et donc, je sépare en deux. Ce QI, QJ ici, il est égal au produit de ça pour n différent de I, fois le produit de ça pour n différent de J. Donc, je prends celui-là qui contient le I, je le mets avec celui-là, ça fait ça. Puis dans P, là, il y aura ceux qui sont différents de I et J. Peu importe, j'ai PU fois P, deux polynômes. Et donc, j'ai ça qui va être égal à ça. Mais comme PI de U est égal à 0, PI rond PJ va être égal à RI RJ de U, rond 0, donc ça va faire 0. Voilà. Et puis enfin, j'ai ça, donc j'ai ça, et comme somme des... Et donc ça me fait tout de suite que somme des PI va être égale à l'identité, puisque là j'ai les PI. Donc, puisque j'ai ça, je vais composer avec PJ, et je vais obtenir ça. D'accord? Et donc, somme des PI rond PJ est égale à PJ. Mais les PI rond PJ, quand I est différent de J, PI rond PJ est égal à 0. Donc, il va rester uniquement PJ rond PJ. D'accord? Qui, lui, va être égal à PJ, quel que soit J. Ça veut dire que PJ est un projecteur. Question 10, j'ai ça. XU de U est égal à 0, donc le noyau de XI de U est égal à E. J'ai les pays, alors pour le moment je les appelle comme ça, plus loin je vais les appeler autrement, qui sont 2 à 2 premiers entre eux. KU est égal à produit des pays. Donc ker de KU, on le sait, va être égal à la somme directe des ker de pays de U. Donc ça me donne directement que E est égal à la somme directe des NI, où NI est égal à ker de PI de U, c'est-à-dire ker de ça. Question 11, somme des PI est égale à l'identité, donc somme des PI de E est égale à E.
donc que la somme des images des pays est égale à E. Si I est différent de J et que X appartient à image de pays inter image de PJ, il va exister XI, XJ, donc appartenant à E, tel que X est un PI de XI et aussi un PJ de XJ. Si je fais PI de X, ça va me faire PI rond PI de XI. Et donc ça va faire PI de XI parce que PI rond PI est égal à PI, hein, c'est un projecteur. Donc PI de XI, bah, ça fait X. Donc PI de X est égal à X. Mais PI de X, c'est aussi PI rond PJ de XJ, qui lui est égal à 0 parce que PI rond PJ est égal à 0. Donc finalement, j'obtiens que X est égal à 0. Donc dès qu'on a ça, X est égal à 0, donc leur intersection est réduite à 0, ce qui veut bien dire que E est la somme directe des images de PI. Question 12, X appartenant à image de PJ, donc X est un PJ de Y, Y appartenant à E, et PJ c'est RJ de U rond QJ de U avec les notations des questions précédentes, où QJ est égal à ça. Donc là le PI, si vous voulez, c'est ça, d'accord? Et PU c'est ça, avec les coefficients KI qui sont inférieurs ou égaux à alpha I. Il faut quand même connaître un peu de cours. Hein. U moins lambda J, identité en alpha J de X, puissance alpha J de X est égal à ça, d'accord? Et bien là, on va utiliser le polynôme X moins lambda J à la puissance alpha J, et PJ, on va dire que c'est PJ de U, ben c'est RJ QJ de U. Donc finalement, j'ai ça, j'ai Q de U en Y, avec Q qui est égal à ça fois RJ fois QJ. Donc ça c'est quoi? C'est RJ fois ce truc-là fois QJ. Et là-dedans, je peux séparer, je vais dire que c'est alpha J moins KJ plus KJ. Donc ça va me faire ça. Parce que le X moins alpha J à la puissance KJ multiplié par ce produit-là, ça fait exactement PU. Donc Q, comme PU de U est égal à 0, Q de U va être égal à 0. Parce que ça va faire U moins lambda J identité à la puissance somme multiplié par PU de U qui fait 0. Rond PU de U qui fait 0. Donc rond 0 ça fait 0. Donc Q de U est égal à 0. Et donc ça veut dire que U moins lambda J, parce que ça c'était Q de Y, donc ça va faire 0. Donc j'ai U moins lambda J identité à la puissance alpha J de X qui est égal à 0. Donc dès que X appartient à l'image de PJ, eh bien X va appartenir à ce noyau. Donc ça veut dire que l'image de PJ, alors ça c'est NJ, hein, donc l'image de PJ, c'est inclus dans NJ. Bon, donc sa dimension va être inférieure ou égale, et ça c'est vrai quel que soit J. Bon, mais j'ai la somme directe ici, et j'ai cette somme directe. Donc au niveau des dimensions, hein, puisqu'on est en dimension finie, ça me fait ça. Il faut bien voir que chaque dimension des images de PJ est inférieure ou égale à chaque dimension de NJ. Donc pour avoir ça est égal à ça, il faut absolument que, quel que soit J, dimension de l'image de PJ soit égale à la dimension de NJ. D'accord? Mais comme on a cette inclusion-là, et que leurs dimensions sont les mêmes, ça veut dire que les deux sont égaux. Donc image de PJ est égale à NJ, quel que soit J allant de 1 à M. C'est de 1 à M. Voilà. Partie 2, question 13. U est diagonalisable, puis U est donc égal à ça. Hein, produit des x moins lambda I, où les lambda I sont les valeurs propres. Q14, question 14. QJ est égal à ça. Comme les lambda J sont deux A2 distincts, QJ de lambda J est différent de 0, et donc θ J est égal à 1 sur QJ de lambda J. 1 sur PU est égal à ça. On multiplie par, alors c'est classique, hein, par x moins lambda J. Puis on fait x égale lambda J, et on trouve que alpha J est égal à 1 sur... On va multiplier ça par x moins lambda I, hein, puis comme ça c'est le produit des x moins lambda I, ben ça fait alpha J égale ça. C'est-à-dire 1 sur QJ de lambda J égale θJ. Donc 1 sur PU est égal à la somme des θI sur x moins lambda I. Alors en multipliant par PU, ça nous fait 1 qui est égal
ça, pi u sur x moins lambda i, c'est qi. Hein. Et donc, ça veut dire que rj est égal à θj, quel que soit j, allant de 1 à m. Et donc, pj de u va être égal à rj de u rond qj de u. Ici, ça va faire θj multiplié par qj de u, c'est-à-dire, alors, θj, c'est 1 sur qj de lambda j, qj de u. Question 15, soit P est égal à somme des lambda i, qi sur qi de lambda i, pour i différente j, qi de lambda j est égal à 0, et pour i égale j, lambda i qi de lambda j sur qi de lambda j est égal à lambda j, q, c'est la même chose, hein, donc ça fait lambda j, donc P de lambda j est égal à lambda j, quel que soit j. Donc lambda j est une racine de q égale P moins x, quel que soit j. Et donc, comme les QI sont de degré m-1, degré de P est inférieur ou égal à m-1, donc degré de Q aussi, et Q a m racine distincte, donc Q va être égal à 0, donc P est égal à x. Donc P est égal à x, et donc ça ne fait que, puisque P est égal à ça, que x égale somme des lambda i QI sur QI de lambda i. Voilà. Question 16, petit a, j'ai cette matrice, elle est symétrique réelle, donc diagonalisable. Et comme a carré est égal à 4 identités, c'est évident, ça à vérifier, le polynôme x de moins 4 égale x moins 2, facteur de x plus 2 annule le a, donc ça veut dire que le polynôme minimal de a va diviser ce polynôme-là, et comme les polynômes x moins 2, x plus 2 n'annulent pas a, puisque a n'est pas égal à 2 identités ni à moins 2 identités, eh bien, le polynôme minimal est donc égal à P, c'est-à-dire à x moins 2 facteur de x plus 2. Pour lambda 1 égale 2, P1 est égal à x moins 2, Q1 est égal à x plus 2, Pi1 va être égal à Q1 de 8 sur Q1 de 2 égale A plus 2 identités sur 4, ce qui nous fait ça. Et ça, c'est facile à voir. Hein. Lambda 2 égale moins 2, P2 égale x plus 2, Q2 égale x moins 2, Pi2 égale Q2 de U sur Q2 de moins 2 égale U moins 2 identités sur E moins 4. Alors, j'ai mélangé là des U et des A, c'est pas très chouette ça. Hein. C'est A, et puis ici c'est A. Bon, en fait, il faut mettre A partout, j'ai mis U, là j'ai été pris d'un petit coup de folie. Et donc ça fait 2 identités moins A sur 4, et donc ça fait ça. Décomposition, A égale 2 pi 1 moins 2 pi 2, hein, c'est un lambda 1 pi 1 plus lambda 2 pi 2, égale A plus 2 identités sur 2, moins 2 identités moins. Alors évidemment, je retrouve que ça fait A, hein, c'est évident, et c'est heureux. Petit c, A carré égale 4 identités, si n est pair, n égale 2k, donc A puissance n égale A carré puissance k égale 4 puissance k identité, hein, je mets tout ça à la puissance k, donc ça fait 2 puissance n, hein, ça fait 2 puissance de k, donc 2 puissance n identité. Donc 2 puissance n, pi 1 plus pi 2, et si n est impair, n égale 2k plus 1, a puissance n est égal à a puissance de k fois a, égale a puissance de k identité, et ça c'est ce qu'on a vu avant, multiplié par a, ce qui fait 2 puissance n-1 fois a, et donc 2 puissance n-1 fois pi 1 moins pi 2 sur 2 égale 2 puissance n-2 pi 1 moins pi 2. Puis 17, question 17, pardon, C de V est égal à ça, c'est un C espace vectoriel évident. On prend B, cet ensemble-là, où M est le degré de pi V, supposons qu'on ait ça. Le polynôme annule V, donc c'est un multiple de pi V, mais le degré de pi V est égal à M, et le degré de P est inférieur à M, donc P égale 0, donc tous les lambda k sont nuls, donc B est libre. Maintenant, c'est générateur, puisque si je prends F égale PV, P de V appartenant à C de V, on effectue la division euclidienne de P par pi V, avec ça, et on a P de V égale Q de V rond pi V de V plus R de V, mais ça fait l'application nulle, et donc ça va faire 0. Il reste R de V, et comme R est degré inférieur à M, ça va être de cette forme-là. Et donc F va bien être de cette forme-là, et donc on voit que B est générateur. Donc B est une base de C de V, qui est donc de dimension M. Question 18, U est diagonalisable. Donc, voilà son polynôme minimal. Supposons qu'on ait ça. Alors, en composant par PJ et en remarquant que pour K différent J, PK en PJ est égal à 0,
et que pour k égale j, c'est un projecteur, un PJ rond PJ égale PJ, on obtient facilement, donc en faisant ça, on obtient facilement que alpha j PJ est égal à 0, donc que alpha j est égal à 0, quel que soit j. Donc c'est une famille libre, et comme la dimension est égale à m, on en déduit que c'est une base. Question 19, bah non, parce que si on prend par exemple cette matrice nilpotente, pour m égale 2, de valeur propre 0, de polynôme caractéristique x2, et bien, et c'est son polynôme minimal, elle n'est pas diagonalisable, donc j'ai m égale 2, il y a une unique valeur propre, donc un unique projecteur P1 associé à 0, alors que la dimension de C de V va être égale à 2. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas une base de C de U. Alors je fais un coup C de V, un coup C de U. Question 20, si U est diagonalisable, on a U est égal à la somme de 1 à m des lambda k pk, on démontre facilement par récurrence sur Q que U puissance Q est égal à ça. Alors c'est vrai pour Q égale 1 évidemment, et puis c'est vrai, si on suppose vrai l'ordre Q, ben on voit que U, Q plus 1 va être égal à ça, et quand on développe ça, ben on a des pk rond pj qui valent 0 si k est égal à j, et qui sinon valent pk rond pk, c'est-à-dire pk. Et donc on trouve facilement que c'est égal à ça. Voilà. Donc finalement on démontre facilement que ça c'est vrai. Alors maintenant, supposons justement qu'on a un endomorphisme qui vérifie ça, avec des lambda i qui appartiennent à C, puis des fi. Eh bien, si P est un polynôme quelconque, P de U va être égal à ça, et je m'aperçois qu'à ce moment-là, ça fait P de U qui est égal à la somme des P de lambda i fi. Si je choisis un polynôme particulier, en l'occurrence produit de 1 à m des x moins lambda i, bah, j'ai P de lambda i évidemment qui est toujours égal à 0, et donc je vais avoir P de U qui sera égal à 0. Donc j'ai un polynôme ici qui est un polynôme non nul, le polynôme ici est un polynôme non nul, qui annule petit u, et donc qui est un multiple du polynôme minimal. D'accord? Et ce polynôme, comme lui, il n'a que des racines simples, ça on en déduit que le polynôme minimal n'a que des racines simples, et donc il est diagonalisable.